Oui, pour essayer de reprendre la question de pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui pour l'administration Obama de faire avancer les réformes. Et donc pourquoi la situation américaine aujourd'hui est radicalement différente, malheureusement, de celle des États-Unis au début des années 30. Je crois que la grande différence, c'est que aujourd'hui, la sphère financière dans deux pays comme les États-Unis et l'Angleterre a pris une telle importance que si vous bridez complètement cette sphère, pour caricaturer un petit peu, ces deux économies à terme s'effondrent aujourd'hui. L'industrie américaine, l'industrie manufacturière américaine aujourd'hui représente 10% des emplois américains. Le reste, c'est le service à la personne et la haute technologie en Californie. En gros, je caricature un peu, mais bon. Et puis évidemment, il y a la sphère financière. Donc si vous tuez la sphère financière ou si vous l'empêchez de faire des profits faramineux, vous mettez gravement en péril macroéconomique l'ensemble de l'économie américaine. C'est pour ça, à mon sens, que le bras de fer entre le lobby bancaire aujourd'hui et l'administration d'Obama est si difficile et a l'air de tourner en la faveur du lobby bancaire. Même chose, grosso modo, pour caricaturer encore, avec l'Angleterre aujourd'hui. Si vous enlevez la City à l'Angleterre revient à ce qu'elle était dans les années 70, c'est-à-dire un pays avec une industrie exsangue qui a dû faire appel au FMI pour survivre. Voilà. Alors évidemment, ces deux pays-là sont coincés. Ils sont tenus par la sphère financière et je pense que c'est une des difficultés de la réforme aujourd'hui. J'ajoute juste un mot pour faire écho à ce que vous avez dit aussi. À mon sens, c'est clair que la question politique européenne est centrale pour sortir de la crise et inventer un nouveau type de capitalisme. Ça supposerait notamment d'aborder de front la question monétaire, comme vous l'avez dit. Et il me semble qu'à ce sujet, j'espère qu'un jour on pourra enfin rediscuter du statut de la Banque centrale européenne en Europe. Ce statut qui, à mon sens, est complètement privé de signification économique. Il n'a de sens que si vous croyez vraiment que la quantité de monnaie en circulation n'a pas d'impact sur l'économie réelle, au sens où si vous multipliez par 2 la quantité d'euros en circulation, ça ne fait que multiplier par 2 les prix. Tout le monde sait que ça n'est pas vrai. Or, l'indépendance de la Banque centrale à l'égard du politique n'a de sens pour un économiste, à mon avis, que sous cette condition-là. C'est-à-dire, on dit le politique s'occupe de la politique budgétaire, du chômage, de la croissance, et puis la Banque centrale européenne s'occupe de la quantité de monnaie en circulation et de l'inflation, parce que nous savons bien que ces deux réalités sont complètement distinctes, un peu comme deux nappes d'eau dans l'océan. Vous savez, vous avez la nappe superficielle qui est chaude, puis la nappe profonde qui est froide. En fait, ces deux nappes d'eau glissent l'une sur l'autre sans interagir. On sait que ça, c'est complètement faux. Et il est temps, à mon sens, que l'on révise le statut de la Banque centrale européenne de manière que celle-ci puisse intégrer la question de la croissance et du chômage prioritairement par rapport à la question de l'inflation. Voilà, c'est des pistes. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Oui, mais excusez-moi, je vous demande comment faire. Vous me dites aux États-Unis, au Royaume-Uni, on ne va rien pouvoir faire parce qu'ils sont prisonniers de la finance. Et en Europe, il faudrait toucher au statut de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire changer un texte qui a été ratifié par 27 pays avec quelle difficulté. Donc, je trouve que... Est-ce qu'il n'y a pas un peu autre chose? Alors, pour ce qui est de la situation américaine, malheureusement, je suis un peu pessimiste. Je pense qu'il nous faut un deuxième crack pour que le lobby bancaire craque à son tour. Voilà, je ne vois pas d'autre solution. J'ai entendu des gens qui avaient presque envie de rire. Non, c'est dramatique. Moi, je crois que c'est un vrai enjeu. Je me fais ici l'écho d'un certain nombre d'amis financiers qui travaillent sur les marchés financiers, qui sont eux-mêmes complètement désarçonnés par l'autisme de leur profession, qui voient que les banquiers aujourd'hui se disent la fête est repartie. Voilà. Alors, par exemple, un mot qui circule, c'est le syndrome du Titanic. C'est-à-dire ces banquiers, ces financiers-là, c'est une toute petite partie de la population, sont sur la plateforme du Titanic, le pont supérieur, ils voient arriver l'iceberg, ils savent bien qu'on est sur une nouvelle bulle spéculative, qu'on va avoir un nouveau crack, et ils se disent mais pourquoi du coup voulez-vous arrêter la fête? Ça ne sert à rien. De toute façon, le bateau va couler. Et entre-temps, nous aurons gagné assez d'argent pour nous ménager un accès prioritaire au canot de sauvetage. Autre exemple où j'ai vu quelque chose d'un peu similaire, c'est à Davos, au Forum économique mondial où je vais depuis longtemps, parce qu'on voit plein de gens très intéressants. Et cette année, au début de l'année, l'un des messages les plus frappants, c'était les entreprises qui disaient aux politiques « il faut que vous décidiez des choses sur l'environnement ». Parce que nous, on fera rien, on pourra rien faire de vraiment sérieux si vous ne prenez pas de vraies décisions sur l'environnement. Et donc, c'était pas l'espérance d'un crack, c'était l'espérance d'une décision qui vienne de l'extérieur. Il faut des décisions qui sont imposées de l'extérieur à certains moments. Et ça, dans les démocraties, le seul moyen de le faire, c'est évidemment le politique.
Oui, et je dirais là-dessus, en fait, la solution, elle est dans la salle. C'est-à-dire que c'est l'opinion publique qui doit faire pression sur le politique pour que le politique impose des décisions douloureuses à un certain nombre d'acteurs économiques, à commencer par les banques, évidemment, mais aussi un certain nombre d'entreprises pour qu'on passe à une forme d'industrialisation verte. Ça dépend de la prise de conscience de l'opinion publique qui, via le vote dans nos démocraties, peut obliger le politique à agir, à condition qu'on ne se laisse pas berner. Pierre Noël, est-ce que vous avez d'autres raisons d'espérer, des fois par hasard? Oui, moi je suis très optimiste par nature, mais c'est une question de décision. Mais ce que je vais dire, c'est que, à mon avis, la situation est bien plus grave que ça. Mais fondamentalement, ce que les hommes ont fait, ils peuvent le défaire ou le refaire. Hein. Nous sommes libres. Bon, collectivement, nous sommes absolument libres. Bon. Pourquoi est-ce que ce qui s'est fait dans les années 30 aux États-Unis ne peut plus se faire aujourd'hui? La première raison, on en a beaucoup discuté, c'est qu'il y a une globalisation de l'économie et les États restent fragmentés. Ce qui fait que trouver des intérêts communs pour arriver à avancer dans la coordination interétatique dans le domaine de maîtriser les fluctuations monétaires, dans le domaine climatique, dans le domaine d'éviter les concurrences sauvages par le moins-disant social, le moins-disant fiscal, etc., etc. Pour parvenir à faire avancer la coordination étatique, qui est nécessaire dans tous les domaines, il n'y a pas un seul de nos problèmes qu'on puisse régler dans le cadre franco-français, ou presque pas, enfin les grands problèmes. Bon. Il faut qu'en effet, ça a été dit et applaudi, il faut que les opinions publiques poussent les gouvernements qui sinon surfent sur la vague, font le minimum avec le regard fixé sur la prochaine élection, alors que les problèmes dont nous parlons sont des problèmes de long terme, tous. Bon. Mais quelle est la condition pour que ces opinions publiques poussent dans le bon sens? Et pourquoi ont-elles poussé dans les années 30, par exemple? Mais parce qu'on avait un épouvantail. Mais on avait le contre-système, on avait l'Union soviétique, on avait le communisme comme pas un horizon, comme une réalité. Il y avait une compétition entre le capitalisme, les capitalismes et le communisme. Et depuis le peuple a organisé les syndicats, etc., jusqu'aux élites éclairées comme Schumpeter, Keynes, etc., tous ces gens-là avaient les yeux braqués sur Moscou, puis sur la Chine, en disant si nous ne faisons pas des réformes, nous, chez nous, eh bien, voilà ce qui nous menace. Bon, où est-il l'épouvantail aujourd'hui? Où est-il? Il n'y en a plus. Alors c'est la raison pour laquelle le réformisme est l'horizon indépassable de notre époque, mais il n'y aura pas de réformisme sans alternative radicale, même fantasmatique. Bon. C'est bien que je suis assez pessimiste sur les possibilités de réformer. On a bien discuté des conditions, mais il nous manque ça. Il nous manque l'épouvantail, il nous manque le système alternatif, etc. C'est bien que, puisque l'économie est mondiale, il faut qu'il y ait une politique étatique, interétatique coordonnée. Pour qu'il y ait une politique interétatique coordonnée, il faut qu'il y ait une espèce de politique mondiale. Alors moi, je me réjouis quand j'ai appris que les syndicats étaient désormais regroupés dans une seule organisation. Mais quelle est l'effectivité de ça? On sait très bien qu'ils ont quand même très peu de pouvoir par rapport au pouvoir des grands groupes financiers et économiques. C'est bien la voie. Mais aujourd'hui, quels sont les porteurs, les moteurs d'une politique qui est nécessairement mondiale? Vous avez en effet un peu les syndicats, vous avez de grandes ONG, mais les ONG, elles interviennent sur des points précis. Par exemple, il y a des grandes ONG environnementales. Incontestablement, le rôle des ONG, des grandes ONG globales environnementales a été important dans la progression, la prise de conscience qu'il fallait faire quelque chose contre le climat. Mais c'est très partiel, le climat, c'est un aspect du problème. Donc voilà, nous avons besoin d'une politique mondiale. Elle ne peut se créer que s'il y a, en fin de compte, les élites ne vont réagir que s'il y a une peur d'un modèle alternatif, et on n'a pas de modèle alternatif. Si bien qu'à mon avis, en effet, il nous faudra encore pas mal de crises avant qu'on prenne les problèmes à bras-le-corps. Mais l'avenir est radieux, parce que nous sommes libres.